Bonjour à tous et bienvenue pour Les marchés en action épisode 2, le nouveau concept de Zone Bourse. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste marché pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 17 novembre. Si vous ne connaissez pas cette émission, bienvenue à tous. Dans ce concept de décryptage des marchés, nous allons parler macroéconomie, politique, banque centrale. Nous allons parler bien évidemment des indices, du forex, du bitcoin, mais surtout du marché action. Alors, dans cette émission, nous allons essayer d'être un petit peu plus dynamique que la dernière. Vos propositions ont été entendues. Merci à tous pour vos retours, pour pouvoir améliorer cette émission. Merci à tous d'avoir retweeté et transféré la vidéo puisque le premier épisode a été vu 20 000 fois. Donc, merci à tous. La première partie de cette émission, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus dynamique, complet, mais concis. J'ai bien entendu vos remarques concernant le micro et nous allons en commander un nouveau. Je vais essayer de incorporer la partie indice matières premières Bitcoin au début de l'émission avec le focus marché. Nous allons parcourir plus d'actions, garder une catégorisation avec le CAC 40, les valeurs internationales, le trend following. Je vais aussi vous montrer quelques titres que j'apprécie et qui sont en position d'attente et qui pourraient donner des signaux dans les séances à venir. Enfin, cette émission est ici enregistrée puis publiée sur notre page YouTube. D'ici peu, elle sera en direct sur YouTube, puis sur une page dédiée sur le site zonebourse.com. Chaque chose en son temps. Merci en tous les cas de votre patience, de votre soutien et de vos propositions. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou une sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Vous pouvez retrouver en plus de cette émission Les marchés en action tous les mardis en fin de matinée, le morning meeting d'Anthony Bondin sur le site zonebourse.com et vous pouvez également retrouver la revue de presse en vidéo de Roxane Nojac qui s'appelle Planète Bourse. Au sommaire de l'émission du jour, nous allons donc faire un focus marché pour voir quels ont été les derniers grands décalages sur les marchés et les raisons de ces décalages. Puis je vous parlerai de quelques actualités actions dans une optique pédagogique afin de décrypter avec vous parfois ce que peuvent avoir certaines news, l'impact qu'elles peuvent avoir sur certains titres. Nous allons ensuite voir les actualités économiques, macroéconomiques, passées et à venir. Puis on finira cette première partie d'émission avec un top flop macroéconomique. Cette fois-ci, ce sera un top puisque vous le verrez, il n'y a pratiquement que des graphiques haussiers ou positifs. Alors pas forcément pour de bonnes raisons, puisque vous verrez qu'il y a aussi dedans les chiffres du Covid. Et donc toute cette partie-là que vous voyez ici, focus, actualité et top flop, ce sera la première partie de cette émission. Je vais essayer de tenir en 20 minutes, essayer de faire un record. Et ensuite, on passera sur la plateforme ProRealTime pour regarder les graphiques et analyser toute une liste d'actions. D'ailleurs, dès le début de cette émission, je vous montre la liste des actions en question. J'ai donc catégorisé les actions du CAC, des actions internationales, des actions en tendance haussière forte, ce qu'on appelle le trend following, des actions qui sont prêtes à casser des résistances, et puis des suivis de rebonds en cours pour voir parfois quand on est en position sur une action qui monte, comment est-ce que l'on peut faire pour d'une part remonter son stop de protection et accompagner la hausse du mouvement, d'autre part prendre éventuellement des bénéfices sur des objectifs graphiques. J'ai aussi noté qu'il serait sympathique de pouvoir faire une séparation dans les vidéos. Je vais essayer de créer un chapitrage. J'espère que tout cela vous conviendra. On commence donc avec ce focus marché, encore un début de semaine très dynamique.
puisque hier, le CAC 40 est allé chercher les 5500 points. Hier, donc lundi, nous avons connu un nouveau record historique en séance pour le Dow Jones, nouveau record en clôture pour le S&P 500, sur fond de deuxième et troisième vaccin potentiel. En effet, la semaine dernière, lundi dernier, nous apprenons que Pfizer, le laboratoire américain, avait fait des avancées avec un vaccin qui fonctionnait à 90%. Ce dimanche, nous avons appris que Sanofi était également en lice pour trouver un vaccin d'ici le mois de juin et que ce vaccin pourrait se garder au frigo alors que le vaccin de Pfizer doit se garder dans un congélateur à moins 80 degrés. Et qu'est-ce que s'est-il passé hier à midi? C'est souvent le lundi midi maintenant que les news sortent. Eh bien, on a appris que l'américain Moderna avait bien avancé également avec un vaccin qui pourrait être efficace à 94%. Donc voilà, les marchés ont salué ces avancées, que ce soit Pfizer, Sanofi, Moderna. Les espoirs de vaccins continuent de nourrir les marchés qui voient donc du vert. Le CAC 40 a atteint les 5500 points en séance, toujours soutenu, haussier, ce qui a permis à de nombreuses valeurs de seconde et troisième division de rebondir, parfois même des dossiers qui fondamentalement ne sont pas bons du tout, mais des dossiers qui avaient également perdu du terrain cette année. Je pense notamment à Europcar qui a gagné 50% hier et qui gagne encore 20% ce matin. Vallourec qui a gagné 25% hier et qui continue de grimper ce matin. Vallourec, pour vous donner un exemple, avait perdu 75% depuis les plus hauts de l'année. Plastivaloir a gagné 21%, Rallye a gagné 17%. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que lundi dernier, quand nous avons eu l'annonce des avancées de Pfizer, eh bien nous avons eu toutes les grosses valeurs du CAC 40 qui ont décalé, du Airbus, du Vinci, de l'ADP, les bancaires ont gagné 20, 30, 35% parfois. Et maintenant que le CAC 40 a atteint les 5500 points et que certaines grosses valeurs eh bien, ont atteint des objectifs graphiques d'importance et ont repris du poil de la bête, eh bien, les opérateurs sont à la recherche des dossiers oubliés, des dossiers baissiers qui opèrent des rattrapages. Toutes les bourses sont à la fête, que ce soit aux États-Unis avec les nouveaux records, en Europe, mais également en Asie. Le Nikkei retrouve ainsi ses niveaux de 1991 et il est fortement soutenu. Le cuivre a inscrit également un nouveau record annuel et en inscrit régulièrement ces dernières semaines. C'est signe que les opérateurs misent sur une reprise de la croissance mondiale dans les mois à venir. Croissance mondiale qui est notamment soutenue par un vaste accord commercial signé entre 15 pays d'Asie. Nous avons appris ça hier. Donc 15 pays d'Asie, dont la Chine, qui veulent dynamiser leurs économies et qui veulent travailler ensemble. C'est une très bonne chose pour certains secteurs. On a notamment donc le secteur des matières premières qui en a profité et on a également des secteurs comme les semi-conducteurs qui en ont profité. Je vous rappelle que la Chine est un des seuls pays où il y aura de la croissance potentiellement en 2020 malgré le Covid et en 2021 les analystes attendent 6, 7, certains 8% de croissance en Chine, donc la Chine qui pourrait tirer la croissance de la zone Asie mais également la croissance économique mondiale. Pour ce qui est des autres marchés, l'or n'a pas beaucoup bougé, il est posé sur son support des 1850$. Trou d'air vers sa MM200 à 1790$ ou tenue de la zone, telle est la question. Difficile d'y répondre pour le moment, mais en tous les cas, l'or reste haussier à moyen long terme. Simplement, à court terme, il est en pause puisque les investisseurs privilégient ce qu'on appelle des actifs risqués, notamment les actions, le pétrole. Parallèlement à ça, nouveau record annuel pour le Bitcoin à 16 900$, le Bitcoin qui reste très fortement haussier. Le VIX, l'indice de la peur, évolue sur ses plus bas des 10 dernières semaines puisque peur, il n'y a plus.
Et on notera quand même des ombres au tableau, et je peux comprendre que certains soient dubitatifs sur la hausse en cours. Certes, il y a des ombres au tableau, mais pour l'instant, elles ne se matérialisent pas. On pense notamment aux dernières négociations sur le Brexit, qui devraient intervenir dans les jours à venir. On pense à Trump, qui essaye de contester l'élection américaine. On pense au Covid, dont les chiffres continuent d'augmenter. Et également, peut-être, à un début d'euphorie sur le marché actions, sur certaines actions européennes, sur certains indices qui ont repris du poil de la bête ces dernières semaines. Le CAC 40, par exemple, a gagné 1000 points en ligne droite en l'espace de 15 jours. On va regarder justement ce que cela donne graphiquement. Hop là, je vais vous montrer en fait dans cette première partie d'émission les quelques actifs dont je viens de vous parler en dehors des actions. Donc voici l'or qui est posé sur son support, l'or qui est haussier au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances. Donc est-ce qu'on va assister à un petit trou d'air ou bien est-ce qu'on va stabiliser avant redémarrage? Je ne sais pas, mais force est de constater que malgré l'appétit pour le risque, l'or fait une pause, mais il reste particulièrement haussier. Un petit coup d'œil sur le CAC 40. Le CAC 40, comme vous pouvez le voir, vient d'opérer 1000 points de hausse. Je comparais dans l'émission précédente la hausse que nous avons connue récemment avec la hausse que nous avons connue au mois de mai. Au mois de mai, les opérateurs se sont dit, ça y est, on est sorti de la crise, on va pouvoir revenir sur les valeurs dites value, les cycliques. Et donc, à ce moment-là, on avait connu un beau rebond sur tous les dossiers type Air France, Airbus, ADP, etc. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qui vient de se passer ces 2-3 dernières semaines. Les chiffres du Covid ne sont pas bons, mais ils sont compensés par les banques centrales et les États. Les élections américaines étaient passées, donc les opérateurs recouvraient en visibilité. On était en train de trouver des vaccins, d'avancer sur des vaccins, et donc ça a donné du baume au cœur aux investisseurs. Et puis je pense aussi que la périodicité, la fin d'année, fait que les opérateurs étaient à la recherche de risques, de renforts de position pour pouvoir parfaire leur portefeuille. Donc on a atteint un objectif clé, les 5500 points. On est quand même bien monté ces 2-3 dernières semaines. Il ne serait pas illégitime, anormal que le CAC 40 consolide un petit peu dans cette zone de prix-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire une consolidation du CAC? Ça ne veut pas forcément dire une chute sous les 5200 points ou une chute vers les 5000 points. Ça veut tout simplement dire qu'il pourrait y avoir des prises de bénéfices sur certains gros titres qui sont bien montés ces derniers temps. Ça voudrait dire aussi que les opérateurs vont essayer peut-être de sortir de certains titres qui sont bien montés pour aller sur d'autres. Je vous parlais donc des mauvais élèves, Valorex, GG Veritas, Europcar, etc. Donc ça a été le cas ces dernières séances. Peut-être que maintenant il va falloir prendre quelques bénéfices. Alors bénéfice ne veut pas dire couper 50% ou 100% de son portefeuille, ça veut tout simplement dire sur certains dossiers prendre 20-30% de bénéfices sur sa ligne pour pouvoir tout simplement se prémunir d'un repli du marché, mais aussi se faire du bien au cerveau. Ça fait du bien de prendre des gains, ça fait du bien au portefeuille, ça fait du bien au cerveau. Donc on pourrait très bien en fait connaître une sorte de stabilisation à plat et de zigzag pendant peut-être quelques séances, voire pourquoi pas 1 ou 2 semaines. Ça veut dire qu'il va falloir être un peu plus sélectif, car depuis une semaine, en gros, on peut payer tout et n'importe quoi. Les marchés sont allés tout droit et pratiquement tous les dossiers de la cote sont montés. Donc il va falloir être un petit peu plus sélectif, il va peut-être falloir revenir à des dossiers plus qualitatifs, il va falloir peut-être trouver des dossiers oubliés qui sont toujours sur leur plus bas, prêts à donner des signaux haussiers. Voilà, il va falloir donc moduler un petit peu votre appétit pour le risque et votre exposition si le CAC 40 bloque sous les 5500 points. Je vous ai parlé du CAC, je vous ai parlé de l'or, je vous montre le VIX. Le VIX, le voici, c'est l'indice de la peur. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le VIX est revenu sur ses plus bas du mois d'août.
Il est revenu sur les 22 points. Il est sous pression, il n'y a pas de peur pour le moment sur les marchés, mais il est quand même sur une zone de soutien sur laquelle il peut faire une petite réaction. Petite réaction du VIX veut dire petite crispation peut-être sur les indices boursiers et le CAC 40 qui pourrait consolider donc sous ces fameux 5500 points comme nous venons de le voir. Et puis pour finir, je vous montre également le Bitcoin qui lui fait cavalier seul dans une tendance haussière journalière, mais ça marche aussi dans les autres unités de temps. Il est fortement haussier également en données hebdomadaires et il est très fortement haussier également en données mensuelles et je ne serais pas étonné que dans les semaines, les mois qui viennent, le Bitcoin retrouve ses plus hauts historiques à 20 000 $. En tous les cas, il n'y a pas grand-chose qui pourrait l'en empêcher. Donc voilà, on revient sur cette présentation PowerPoint. Vous voyez, j'ai un petit peu modulé. Donc le but, quand on passe à la partie graphique, dans la partie 2, c'est vraiment de pouvoir se focaliser uniquement sur les actions. Je vous montre également une heatmap sectorielle qui montre les variations du lundi 16 novembre, hier. Donc vous pouvez voir effectivement beaucoup de vert. Hier, pratiquement tous les secteurs sont montés. Les seuls secteurs où on a eu des consolidations, en fait, ce sont les secteurs qui étaient le plus montés. Je vous prends un exemple, le titre Téléperformance. Il est monté toute l'année, il était sur ses plus hauts annuels. Je vous donne d'autres exemples, par exemple Biomérieux, Sartorius, ce qu'on appelle des locomotives ou des mémères pour certains, c'est-à-dire des valeurs qui sont un petit peu lentes mais qui montent toutes les semaines, tous les mois, tous les ans depuis 5, 10, 15 ans. Donc il y a eu une sorte de rotation sectorielle qui s'est opérée, c'est-à-dire que les opérateurs, les fonds d'investissement sont sortis des valeurs les plus haussières, ont pris des gains et ont parfois payé des valeurs à la traîne. Je pense notamment aux services financiers puisque les bancaires ont repris du poil de la bête ces dernières séances. On a aussi les valeurs industrielles qui ont bien performé et puis on a l'énergie avec Total qui a bien performé aussi. Pour retrouver cette heatmap, vous allez sur le site de zonebourse.com, vous allez sur la page 440, quand vous êtes sur la première page du site, vous cliquez sur 440 et là dans les onglets, vous avez la heatmap. Et donc on voit aujourd'hui qu'on est plutôt sur une consolidation. Voilà. Donc si vous êtes investi dans une optique de moyen long terme, que vous avez des bons prix de revient sur la plupart de vos dossiers, il n'y a pas de stress. Mais si vous êtes rentré hier en séance, au début de séance, sur des accélérations, sur certains gros dossiers que vous gagnez 2, 3, 4%, à vous de voir si vous maintenez ces lignes, si vous en coupez un petit bout ou si vous sortez pour y revenir plus tard. On passe aux actualités actions. Donc ça, ce sont des petites actualités actions que je pioche à gauche, à droite dans une optique pédagogique et informative. Tesla va entrer au S&P 500. Le titre gagnait hier soir après bourse 13%. Je regarde ce que cela donne pour le moment. Hop, on est toujours à... Oui, donc l'after hour s'est clôturé. Tac, 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 $461. Donc 13% de hausse pour Tesla qui pourrait se diriger donc vers ses plus hauts historiques. Quelle belle success story. Société Générale, alors non, j'ai fait une petite erreur ici, c'est pas Société Générale, j'ai oublié de corriger le titre, c'est Vallourec. Plombé par 3,7 milliards d'euros de dettes, comme beaucoup de sociétés dans le secteur pétrolier, Vallourec propose à ses créanciers de convertir plus de la moitié de leurs créances en capital. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vallourec va convertir sa dette et confier les clés de la société à ses créanciers. C'est une rumeur qui était véhiculée par le site Les Échos hier sur son site internet. Unibail. Léon Bressler, l'ancien PDG d'Unibail, c'est celui qui a mené la révolte au sein du conseil d'administration, s'est fait donc désigner président du conseil de surveillance avec ses alliés Xavier Niel et Susanna Gallardo, qui sont devenus membres du comité des rémunérations et de gouvernance. Récemment, Unibail devait potentiellement faire une augmentation de capital, mais cette augmentation de capital a été refusée en assemblée générale. Donc là, on a un changement d'équipe dirigeante et ça plaît au marché, ça plaît aux investisseurs puisque Unibail hier
gagnait 14% me semble-t-il en séance, et le titre a doublé en l'espace de 2 semaines. Et puis on notera également que certains titres profitent de relèvements de recommandations, comme par exemple Safran, avec un très fort relèvement de recommandations de la part d'UBS. L'analyse d'UBS qui souligne la forte exposition de Safran au segment des avions à fuselage, donc c'est un segment qui devrait se distinguer à partir de 2022. Et puis surtout, UBS note que Safran a réalisé des économies pendant la crise sanitaire, des économies de coûts. Donc voilà, Safran, c'est un très beau dossier. Qui dit vaccin, dit potentiellement à terme, alors je dis bien à terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, reprise progressive du secteur aérien, des voyages et donc du travail pour Safran. Ça prendra du temps, certes, mais y a de la visibilité qui s'ouvre et c'est ce qui permet à ce genre de très beaux titres de qualité de rebondir. On passe maintenant aux actualités économiques. Des bons chiffres venant d'Asie. La production industrielle chinoise est ressortie supérieure aux attentes à 6,9% alors qu'on attendait 6,5%. Et les ventes au détail ont poursuivi leur rétablissement, donc signe que l'économie chinoise accélère, ce que je vous disais en tout début d'émission. Même chose au Japon, les chiffres du PIB sont ressortis supérieurs aux attentes, avec un très fort rebond donc au 3e trimestre. Et ces annonces permettent un petit peu de temporiser avec les inquiétudes sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus à travers le monde. Cette semaine, en termes de statistiques macroéconomiques, on n'a pas de très grands rendez-vous. On notera les ventes au détail donc cet après-midi, mardi à 14h30, l'indice de la Fed de Philadelphie et les chiffres hebdomadaires du chômage jeudi à 14h30 aux États-Unis. En Europe, on a discours de Madame Lagarde, la présidente de la BCE, jeudi et vendredi, et on notera le G20 samedi, avec des discussions sur la prolongation du moratoire sur la dette des pays pauvres, étant donné la situation très complexe pour des économies en développement et du tiers-monde. Avec ce Covid, la pauvreté a très fortement augmenté. On passe au top flop qui, dans cette émission spéciale, est un top, puisqu'on n'a que des graphiques haussiers. Ici à gauche, vous avez le graphique de la capitalisation boursière mondiale. Donc vous pouvez voir que depuis la crise de 2008, donc c'est un rouleau compresseur, cette hausse de la capitalisation boursière mondiale. Vous pouvez voir que l'épisode du Covid est derrière nous et qu'on est de nouveau sur des records historiques. Vous allez me dire, oui mais Nicolas, on a quand même eu des récessions, des forts ralentissements à cause du Covid cette année, on aura peut-être encore des problèmes l'année prochaine en 2021, tout n'est pas réglé. Et je vous réponds oui, bien évidemment, simplement il faut bien comprendre que cette baisse de PIB mondial a été compensée par les États et par les banques centrales, donc par de la dette. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, que c'est une solution miracle, mais en tous les cas, ça suffit au marché financier pour être soutenu et retrouver des records historiques. Et donc 50% de hausse depuis mars dernier. Et mon avis, si vous voulez, sur les marchés pour les trimestres à venir, c'est qu'on va rester dans des marchés volatiles, des marchés qui peuvent être accidentés. C'est-à-dire que vous pouvez voir ici qu'en 2018, on a connu un accident, 2019 de la volatilité, début 2020 un accident. Et on pourrait continuer en fait de grimper en dents de scie progressivement soutenu par les banques centrales, mais nous ne sommes pas justement à l'abri d'épisodes de forte volatilité. Et c'est pour ça que dans les émissions à venir, et dans mes émissions et sur Twitter et Instagram, dans tous mes médias, ainsi que quand je passe à la télé, j'appuie sur le money management, la nécessité de gérer votre exposition, d'avoir un portefeuille diversifié, d'être placé sur les bons dossiers, de savoir parfois prendre des bénéfices quand on a des valeurs qui à court terme ont fait de très beaux rallyes. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui sont dubitatifs sur le Covid, dubitatifs sur les vaccins, dubitatifs et négatifs. Je trouve ça un peu usant, si vous voulez, pour le moral, d'être en permanence dubitatif et négatif. Je
Je pense pas qu'il faille être extrêmement positif non plus et se dire que tout va très bien, mais on est dans un système de marché soutenu artificiellement. Il faut le savoir, en avoir conscience. Donc c'est des marchés qui parfois peuvent être fragilisés et où on peut avoir des accidents. Mais pour pouvoir vous prémunir de ces accidents, il y a plein de méthodes. Savoir diversifier, savoir alléger, savoir mettre des stocks de protection. Et ça, on continuera de le voir dans les émissions à venir. Ici à droite, vous avez un indicateur, le Buffett Indicator. C'est la comparaison en fait entre la capitalisation boursière mondiale et le PIB mondial. Et donc vous pouvez voir qu'on est à 108. Ça veut dire que la capitalisation boursière mondiale est supérieure au PIB mondial. On a un PIB mondial autour de 85 000 milliards de dollars. On a une capitalisation boursière, comme je viens de vous le dire, qui est à 95 000 milliards de dollars. Or, historiquement, il est rare que la bourse mondiale pèse plus que le PIB mondial. Et généralement, quand c'est le cas, on a tendance à connaître des corrections. Ça avait été le cas en 2008, et puis ça a été le cas en 2018. Et là, vous voyez qu'on est de nouveau revenu sur des records. Donc on prend des pincettes, donc on est prudent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut sortir des marchés, puisque encore une fois, ce qu'il faut conscientiser, on l'avait vu dans l'épisode 1 de l'émission Les marchés en action, c'est que les banques centrales ont injecté des quantités de cash dans le système financier dans des proportions historiques. Ici à gauche, vous avez le montant total des obligations à rendement négatif. Donc le marché obligataire, c'est 150 000 milliards de dollars. Et il y a un peu plus de 10% du marché obligataire qui a désormais un rendement négatif, 17 000 milliards d'obligations. Et ça, c'est un soutien inconditionnel au cours de l'or. Puisque certains opérateurs qui avant se plaçaient sur des obligations et qui avaient des faibles rendements, maintenant ils ont des rendements négatifs, et donc pour éviter ces rendements négatifs, eh bien ils ont tendance à aller sur l'or, puisque l'or n'a pas de rendement, certes, mais ne vous coûte pas. Ici c'est un top, mais ce n'est pas un très bon top, puisque c'est le nombre de cas de Covid aux USA qui s'envole et qui dépasse les 150 000 cas par jour. Donc ça, bien évidemment, on l'a vu en toute première partie d'émission, c'est une ombre au tableau. Simplement, les gens qui se focalisent sur le Covid ne sont pas à l'achat. Depuis 3 semaines, n'achètent rien. Ils se disent, c'est la fin du monde, le Covid est partout, les chiffres sont en pleine explosion, donc je ne dois pas acheter d'actions. Et cette analyse-là est mauvaise, puisque, comme je vous l'ai expliqué, plus le Covid fait rage, plus les gouvernements injectent de l'argent dans des plans de relance et plus les banques centrales seront en soutien. Donc, c'est pas que le Covid est un non-événement, mais désormais, les marchés sont pratiquement imperméables aux chiffres du Covid. Donc, il faut arrêter de se coacher dessus si on veut pouvoir à côté profiter d'opportunités et acheter des actions. Autre top à gauche, vous avez les prévisions de Goldman Sachs pour le S&P 500. Goldman Sachs vise désormais 4600 points sur le S&P à échéance 2022. Donc le S&P au cours actuel cote 3627 points en clôture hier, donc ça nous fait un petit 25% de hausse d'ici 2022. Alors bien évidemment, Goldman Sachs c'est une des plus grandes banques au monde, mais c'est aussi, passez-moi l'expression, de sacrées girouettes en termes de prévision, puisque quand au mois de mai on avait rebondi sur le S&P 500 sur les plus hauts annuels pratiquement, eh bien il visait un retour sur les plus bas, puis ensuite une hausse, puis ensuite un retour sur les plus bas de nouveau, bref. On vient de connaître une ascension fulgurante, on vient de retrouver des plus hauts historiques et maintenant il vise 15% de hausse. Eh bien, quand je vois que Goldman Sachs vise ça, je me dis qu'on aura peut-être des soubresauts et peut-être des petites secousses dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc restez globalement haussier, puisque la pente, vous voyez, est globalement haussière sur les dernières années et qu'elle pourrait continuer de l'être, soutenue par une reprise économique en 2021, une Chine qui va tourner à plein régime en 2021 et les programmes des banques centrales, ok. Mais de là à devenir complètement euphorique et à viser 25% de hausse, sans moi.
Ici à droite, vous avez un graphique concernant les flux hebdomadaires entrants sur le marché action. Record de 20 ans sur les flux entrants sur le marché action mondial la semaine dernière, suite à l'annonce de Pfizer. Et généralement, quand il y a des flux entrants comme ça extrêmement forts et historiques, ce n'est pas pour sortir la semaine suivante. Alors vous allez me dire, oui, mais au mois de septembre, on a vu des flux entrants puis des flux sortants. Certes, mais c'est parce que à ce moment-là, on avait de grosses craintes sur le Covid et des reconfinements. Alors que maintenant, mis à part un redémarrage du Covid en Chine, voilà, je ne vois pas trop ce qui pourrait secouer les marchés aussi fort que par le passé. On va prudence garder, hein, mais simplement c'est pour vous expliquer que les gérants de la planète, les investisseurs sont revenus massivement sur le marché action. On a fait un beau parcours, certes, 1000 points sur le CAC 40, mais c'est quelque chose qui se diffuse, si vous voulez. Ça a amélioré les graphiques, ça a amélioré les tendances, et ça a redonné du baume au cœur aux investisseurs, donc je pense que ça va continuer d'avoir un impact positif sur le sentiment des investisseurs dans les semaines qui viennent. Et puis pour finir, à gauche ici, un graphique de la relation entre le quantitative easing et la hausse d'un indice. Donc j'ai pris le Nikkei ainsi que le bilan de la banque centrale japonaise, la BOJ. Et vous pouvez voir que depuis 2012, en fait, le Nikkei est dans un sacré rallye haussier. Ça fait 8 ans qu'il remonte très fortement et qu'il a donc retrouvé ses plus hauts de 1991 la semaine dernière. Et ceci explique cela. La Banque du Japon imprime dans des quantités pharaoniques et soutient artificiellement son marché. Ne nous le cachons pas, hein, c'est pas au Japon qu'on a 3, 5, 7% de croissance. La croissance est plutôt morne sur cette zone économique, mais la Banque centrale soutient artificiellement et ça aide fortement, et c'est le cas en Europe, c'est le cas aux États-Unis. Les banques centrales sont en soutien. Et c'est ce qui fait en fait que les marchés d'une part gardent une pente ascendante à long terme, et c'est ce qui fait qu'en cas d'accident, les banques centrales sont là. Et c'est ce qui fait donc que malgré le Covid, malgré des récessions en 2020, eh bien, les marchés soient sur leur plus haut annuel, voire historique. Et puis on finit avec un graphique du Bitcoin, un graphique long terme du Bitcoin qui montre depuis sa création que le Bitcoin alterne des zones, des phases d'accélération puis de consolidation, accélération-consolidation. Et là peut-être que le Bitcoin est dans une phase de réaccélération. Simplement, vous pouvez voir que c'est un graphique avec une échelle logarithmique et que en haut de ce graphique, il y a 400 000 $. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que je crois un Bitcoin à 400 000 $, mais ce graphique me laisse dubitatif parce que il n'y a pas de barrière sur les crypto-monnaies. On ne parle pas de capitalisation boursière ni de bénéfice d'une entreprise. On parle quelque chose de complètement qui se décorrèle actuellement des marchés financiers. J'ai noté en 2017 qu'il y avait un phénomène de bulle sur le Bitcoin, et en 2018 cette bulle a éclaté. Simplement, depuis 2 ans, je rencontre des experts du secteur, je lis de plus en plus sur le Bitcoin, les crypto-monnaies, la blockchain, et passez-moi l'expression, mais j'ai pas envie d'être un vieux con à 37 ans. Et je trouve désormais que le Bitcoin est soutenu, qu'il y a du volume, qu'il y a de plus en plus d'ouverture de comptes et de gens qui le tradent à travers le monde. Et je pense qu'il est légitime aujourd'hui pour un investisseur boursier dynamique de réfléchir au fait d'avoir un petit peu de Bitcoin, ne serait-ce que 2, 3, 5% dans son portefeuille de Bitcoin ou de crypto-monnaie, parce que c'est désormais une classe d'actifs à part entière et ça permet de se diversifier. Voilà. Fin de cette première partie d'émission, on va passer à la rubrique analyse graphique, première partie d'émission qui a duré 34 minutes. Je suis presque sur mon timing, j'espère que c'était assez dynamique à votre goût. N'hésitez pas à me faire des retours sur YouTube, sur Twitter et autres pour me dire si ça allait en termes de rapidité, en termes d'explication, et si ce programme, cette structure vous plaît. Je vous retrouve dans un instant, petite pause musicale et pause café, et on passe ensuite au listing sur le marché action. D'ailleurs, je vous montre la liste des actions en question et je vous retrouve dans un instant.
Alors pour ceux qui se posent la question, c'est du Schubert, l'impromptu numéro 3. Et c'est Pascal qui est un fidèle auditeur qui m'a envoyé plusieurs morceaux par email. Merci beaucoup Pascal pour ta sélection que je pourrai passer dans les émissions à venir. Donc, en termes de catégories, je vais vous montrer des valeurs du CAC pour vous montrer que certaines ont atteint des objectifs graphiques et qu'il pourrait y avoir des rotations sectorielles sur d'autres, notamment des dossiers qui sont un peu à la traîne, comme Orange, comme Carrefour également. Je ne l'ai pas mis dans la liste, mais j'ai publié une analyse sur le site Zone Bourse et je l'ai diffusée encore sur Twitter ce matin. On verra quelques dossiers à l'international. Des valeurs haussières qui, si le CAC 40 stabilise, pourraient parfois reprendre du poil de la bête. D'autres valeurs haussières qui consolident, à l'image de NeoEN. Et on verra ensemble comment définir éventuellement des zones d'achat, des valeurs que je surveille pour des breakouts, notamment SMCP sur laquelle j'ai écrit une analyse ce matin et qui a déjà décalé, mais on va parler des autres. Et puis des valeurs qui ont déjà rebondi, mais sur lesquelles on parlera un petit peu money management. Allez, on va essayer de faire aussi dynamique dans cette deuxième partie d'émission. Alors ça, c'est un modèle de graphique que j'expérimente. Alors les étiquettes ici sont inscrites dans une optique de court moyen terme, pas de long terme. C'est pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur de nombreux dossiers de la cote, des dossiers comme Airbus, donc des dossiers qui étaient complètement impactés, sclérosés, bloqués à cause du Covid et qui se sont fortement repris ces 2 dernières semaines grâce au rebond des marchés et aux bonnes nouvelles concernant le Covid. Donc vous voyez ici sur le graphique, je vous ai montré très attractif à 60 €. Je définis comme bon prix, un éventuel retour de Airbus autour des 73-75 €. Ici on a la médiane du canal qui passe à 80 € et je considère que en haut du canal, en haut de ce canal haussier si vous voulez, Airbus devient de nouveau cher et qu'il convient peut-être quand on approche de ces zones-là de prendre des bénéfices. On a la même chose, je vous avais proposé le même genre de graphique sur Vinci. Donc Vinci, vous voyez, est attractive à 65 €, pourrait être considérée comme à bon prix sous les 80 €, mais à 90 € comme je vous l'ai montré dans l'émission précédente. Mardi dernier, je vous avais montré qu'on avait atteint des objectifs sur certains dossiers. Et donc j'ai mis l'étiquette share à 90 €. Donc vous voyez, peut-être que certains ont déjà pris des bénéfices, que d'autres le feront dans cette zone de prix-là pour pouvoir revenir justement en cas de consolidation, de correction, à des prix un peu plus attractifs sur ce genre de dossier. Ensuite, on a Alstom. Alors Alstom, ce matin, je reçois des dizaines de messages qui me disent « Alstom perd 8% ce matin, que se passe-t-il? C'est la fin du monde ?» Alors absolument pas. En fait, vous avez un site absolument génial qui s'appelle Zone Bourse. Donc, plutôt que d'aller sur Twitter et me dire « Nicolas, pourquoi l'action baisse de 8%? Je ne comprends pas. » Réflexe Zone Bourse, vous allez sur le site et vous avez la news. Alstom perd 8%, le cours s'ajuste du détachement du DPS. En fait, il y a eu un détachement d'un DPS, un droit de souscription de 2,90 €. Donc vous allez d'une part dans votre portefeuille avoir une action et un DPS. Donc en fait, vous n'avez pas perdu 8%, il n'y a aucun problème. Vous allez recevoir un DPS et demain, sur la plateforme ProRealTime, je suppose, le cours sera ajusté de ce détachement de DPS, un petit peu comme quand il y a un détachement de dividendes. Donc ce n'est pas du tout la fin du monde sur Alstom. Je crois que c'était hier la date, le dernier jour pour pouvoir justement détenir des titres, pour pouvoir recevoir des DPS, pour pouvoir participer à l'augmentation de capital. Si vous n'en aviez pas, je crois qu'on peut acheter des DPS pour pouvoir participer à l'augmentation de capital. Une augmentation de capital avec une décote qui frise les 30%. Donc une opération intéressante. Alstom lève 2 milliards en fait pour finaliser son rachat de Bombardier. Et c'est donc plutôt une bonne nouvelle pour ce dossier dans une optique de moyen-long terme. Donc en fait, c'est comme si Alstom, vous voyez, hier à la clôture à 43 €, 43 € moins 2,9 de DPS, ça fait 40,10 €. Donc en fait, à 39,50 aujourd'hui, Alstom perd juste 60 centimes, c'est-à-dire
1,5%. Et on avait parlé d'Alstom début novembre. Certains d'entre vous en ont acheté à 37, 38, 39 dans le rebond. Donc si on part du principe qu'on est à 40 euros, à 43 euros encore aujourd'hui, enfin à 42,5, vous êtes toujours en gain, vous participez potentiellement à l'augmentation de capital et l'objectif à moyen long terme, c'est de viser les records à 50 euros. Ensuite, Atos. Atos, j'ai fait une analyse sur le site Zone Bourse. Alors, je vous montre rapidement où se trouvent ces petites analyses. Ce sont des stratégies de trading qui peuvent aussi se transformer en stratégie d'investissement. Donc, vous voyez, là, vous êtes sur la page de Atos sur le site Zone Bourse. Vous avez toutes les news. Et quand vous descendez ici, vous avez une stratégie publiée hier sur Atos quand on était à 67,8 euros. On a gagné 2% depuis. Et une stratégie avec à chaque fois le stop, l'objectif, le cours d'entrée, la synthèse avec les points forts et les points faibles, l'analyse du titre par rapport à son secteur, les révisions de bénéfices par action, les objectifs d'analyste. Donc Zone Bourse est une mine d'or, profitez-en et vous avez ici les analyses. Et si vous cliquez sur mon profil, je crois qu'on peut aussi voir la liste de mes actions. Je vous mettrai le lien vers mon profil sur Twitter, comme ça vous pourrez directement trouver mes analyses et vous pouvez vous y abonner. Ça veut dire qu'en tant que membre, dès qu'une analyse de Nicolas Chéron ou bien d'un autre analyste de chez Zone Bourse sort, eh bien vous pouvez avoir une petite alerte. Alors certains ont été sur Zone Bourse et m'ont dit oui mais non c'est payant, faut s'inscrire, etc. Alors Zone Bourse est gratuit. Si vous allez sur le site et que vous regardez 5 à 10 pages, c'est gratuit. Puis au bout de 10 pages, ça va bloquer, ça va vous demander d'être membre. Et en tant que membre, vous allez pouvoir de nouveau visiter 10 pages. Et une fois que vous aurez visité une vingtaine de pages sur le site, effectivement, il faut être client. La plupart des gens l'ont compris. Certains m'ont dit que c'était un petit peu intrusif. Je leur ai expliqué gentiment que pouvoir consulter 20 pages par jour d'un site qui vous met gratuitement les cotations en direct et des fiches valeurs sur les 95 000 actions qui cotent dans le monde, c'est pas donné à tout le monde. Et que si vous voulez juste regarder quelques pages, c'est gratuit. Si vous voulez en regarder 50, eh bien il est tout à fait normal de vous abonner. On continue avec donc Atos qui est positive à court terme et qui est en train de casser et son oblique baissière et sa moyenne mobile à 200 périodes. On peut connaître peut-être une pause sur cette zone de prix, mais toujours est-il que c'est un dossier qui est très qualitatif et qui, s'il arrive à passer pour de bon cette oblique, pourrait continuer de grimper en direction, pourquoi pas, des 75 euros dans un premier temps. Ensuite, Orange, elle a fait une épaule, tête, épaule inversée. Donc c'est une figure chartiste, épaule, tête, épaule. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une épaule, tête, épaule ou une épaule, tête, épaule inversée, eh bien vous allez sur Google, vous tapez épaule, tête, épaule plus Zone Bourse et vous trouverez une super page sur le site Zone Bourse avec la définition d'une épaule, tête, épaule, de son fonctionnement, de comment on rentre sur une épaule, tête, épaule à la cassure de la ligne de coup et de comment on calcule l'objectif. L'objectif ici c'était de revenir sur les 10,60-70 €, on a fait 10,63 €, et on a atteint aussi la moyenne mobile à 200 périodes qui est une moyenne mobile de long terme, qui est un pivot et qui parfois peut faire résistance. Donc vous voyez, aujourd'hui on est sur une séance de consolidation, raison pour laquelle il y a des prises de bénéfices sur Orange. Néanmoins, Orange fait partie de dossiers qui ne sont pas des dossiers de croissance, pas de dossiers cycliques. C'est pas un dossier extrêmement attractif, mais si on ne sait plus quoi payer, ça peut être un moyen de se diversifier sur du dossier solide avec du rendement. Ensuite, Société Générale. Société Générale, c'est le secteur bancaire. Vous savez que je suis pas particulièrement fan de ce secteur, qui en Europe en tous les cas est un secteur complètement déprimé sur des plus bas de 30 ans. Société Générale a donné un signal d'achat quand elle a cassé ici la zone des 13 €. Elle est allée chercher sa moyenne mobile à 200 séances. Elle a consolidé depuis. Elle a tenté de relancer à la hausse, mais
Elle a besoin d'une petite pause à l'image du CAC 40. Donc voilà, certains prendront des bénéfices, d'autres remonteront leur stop de protection sous la consolidation récente, sous les 14,80 €. L'objectif, si on continue de grimper encore un petit peu sur les indices pour finir l'année en beauté, ce serait d'aller chercher le haut du range, ici, vers 17-18 €. Vous voyez que à chaque fois qu'on est revenu sur cette barrière, elle a bloqué. Donc voilà, dans un range, on achète en bas, on vend en haut. Plus on va s'approcher de la borne haute, plus il faudra devenir prudent. Thales a fait un magnifique rallye haussier. Alors, certaines valeurs, je les prends vraiment dans une optique éducative. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Thales ici? Eh bien, parce que fin octobre, Thales a publié des chiffres et le CAC 40 n'était pas en forme et du coup, Thales était sorti par le bas d'un triangle et était revenu sur ses plus bas du mois de mars. Et puis, par la suite, il s'est passé quelque chose d'assez rare. Le mercredi 4 novembre, Thales a réintégré en force ce triangle. Et il y a des gens qui me disaient, est-ce que c'est un pullback? Est-ce que c'est un faux signal? Est-ce que c'est un petit retour dans le triangle avant de retourner à la baisse? Et je leur expliquais que ça, c'est un phénomène très rare. Sortir d'un triangle et le réintégrer, et que généralement, quand on réintègre violemment un triangle comme ça, avec des volumes haussiers, c'est pour en sortir par le haut. Et c'est ce qui avait suivi avec, bien évidemment, la news de Pfizer qui a aidé. Mais c'était extrêmement beau. Et donc, vous voyez ici, un premier signal, c'était la réintégration du triangle. 2, le deuxième signal, c'était la sortie de triangle par le haut. 3, c'était la cassure de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, 3 signaux hypothétiques qui permettaient de prendre le train en route. On est revenu, vous voyez, sur les plus hauts ici du mois de juin. C'est normal donc que ça flanche un petit peu, que ça consolide un petit peu. Néanmoins, si l'appétit pour le risque devait perdurer, on se dit qu'il y a peut-être encore de la marge pour aller chercher à terme, si la fin d'année est bonne, les 85 €. Donc difficile d'acheter maintenant si vous voulez pour viser 85 €, c'est plutôt un commentaire que je fais là pour ceux qui en ont déjà. Voilà, on va peut-être consolider à l'image du CAC 40, mais c'est pas parce qu'on vient d'arriver sur un objectif graphique et qu'on consolide un petit peu qu'il faut sortir. On peut aussi laisser du temps au marché pour respirer. C'est un petit peu comme un coureur. Un coureur, il va courir pendant 2000 mètres et puis il va souffler, il va prendre sa respiration. Le marché boursier, c'est pareil. On vient de faire un sprint assez impressionnant. Peut-être qu'on va consolider un petit peu avant d'aller plus haut. Total, dossier que j'apprécie beaucoup ces derniers temps. Je vous en ai parlé à 25 €, je vous en ai reparlé à 28 €, à 30 €. J'ai rédigé une analyse sur Total qui a été publiée hier, dans laquelle je disais que si on cassait les 33 €, ce serait un signal supplémentaire. On a cassé la moyenne mobile à 200 périodes et les 33 € en séance. On est à 33,83 €, donc on a gagné 2,5% depuis. Même phénomène que sur les autres valeurs du CAC 40. On peut connaître peut-être une phase de latéralisation, de stabilisation. Les moyennes mobiles sont stables. La MM20 de court terme remonte. On a cassé la MM200. Et donc l'objectif en visu, c'est ici un gap qu'on avait laissé ouvert au mois de juin à 37 €. Tant que Total fait des plus bas de plus en plus haut, tant que Total est au-dessus des 31,50 €, c'est une belle tendance haussière de court terme, un beau rattrapage sur un beau dossier. Donc aucune raison de stresser. Donc comme je le disais hier sur Twitter, les investisseurs de moyen et de long terme ne bougent pas, ne stressent pas et essayent de se détendre les zygomatiques parce que à force de l'avoir monté comme ça fortement, je pense que vous avez le sourire. Et pour ceux après qui font du court terme et qui sont rentrés à 32, qui veulent sortir à 34 pour reprendre à 33, etc. Bon bah ça, chacun son style, hein. Mais pour ma part, je suis plutôt sur une optique de swing trading de plusieurs jours à plusieurs semaines. Et tant qu'on est au-dessus des 31,50 €, Total, c'est haussier. Et puis on finit par Unibail.
Même phénomène que les autres, hein. Vous voyez, c'est un petit peu répétitif, mais au moins comme ça vous comprenez le concept. Unibail, donc dans un rebond technique de court terme, fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, ce qui caractérise la tendance haussière. On a fait un gap de rupture ici le jour de l'Assemblée Générale quand l'augmentation de capital a été refusée. On a fait un autre gap ici, donc avec les changements au directoire, comme je vous le disais en début d'émission. Le titre a besoin de consolider un petit peu, il peut faire un pullback un pullback, c'est un retour sur cassure. Il a cassé la moyenne mobile à 200 périodes, donc on peut faire un petit retour sur cassure à 55 euros. Mais pour ceux qui sont dedans et qui jouent vraiment l'optique de moyen terme, ce qu'on espère, c'est qu'Unibail à terme pourrait revenir vers, sait-on jamais, les 65-70 euros. Voilà pour les valeurs du CAC. On passe maintenant aux valeurs internationales. Alibaba, beaucoup de personnes me parlent d'Alibaba. Alors, Jack Ma est le président d'Alibaba et le constat, c'est que Jack Ma est en petite prise de chou avec le président chinois Xi. Donc là, si vous voulez, on parle plutôt de politique. Jack Ma voulait coter son groupe Ant Group, ça a été refusé par les autorités. Il y a une sorte de bras de fer entre ce milliardaire et le gouvernement chinois. C'est ce qui fait que Alibaba baisse dans des volumes énormes. Tous les 2 jours, j'ai des gens qui me disent j'ai envie de profiter de la baisse du titre pour pouvoir en acheter. Pour le moment, c'est une tendance baissière avec des volumes baissiers et un problème politique sous-jacent. Donc, dans ce genre de situation, j'aurais plutôt tendance à attendre des zones de soutien. On a la moyenne mobile à 200 périodes ici à 240 dollars. Et puis on a des gaps ici qui ont été ouverts à 215, 230. Donc rien de presse en fait. Rien de presse. On a des zones de soutien qui sont plus bas. Et il n'est pas dit que le titre ne perde pas encore 10 ou 15% avant d'arriver sur des zones de prix attractives. Vous pouvez voir que c'est un titre qui est aussi à moyen long terme. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais du coup, on serait bien plus content de pouvoir en payer à 220 ou 230 que de payer dans la chute à 250. Donc laissons la poussière retomber, tout simplement. Ensuite, Shoei. Shoei, qu'est-ce que c'est Shoei? C'est une société américaine qui m'a été proposée par un lecteur qui est spécialisé dans la nourriture pour animaux. Donc parce que on est en confinement et qu'il y a cette crise du Covid depuis le mois de mars, les gens sont peut-être un peu plus chez eux, les gens prennent soin de leurs animaux, les gens achètent peut-être des croquettes de meilleure qualité, des jouets pour leurs animaux. Et en tous les cas, donc Shoei est dans une belle tendance haussière. Donc là, on est sur du titre qui est quand même qui fait sa vie, qui est donc sur une industrie un peu particulière, les animaux de compagnie. Et voilà, la tendance haussière est belle, le titre est soutenu par des belles obliques de soutien. Et donc, on peut faire dans ces cas-là ce qu'on appelle du trend following, c'est-à-dire qu'on essaye de se placer à chaque fois qu'il y a un repli sur les zones de soutien en espérant que le titre continue sa course. Et on met des stops de protection sous les obliques, comme ça, si un jour ça casse, eh bien, on sort avec une perte, puisque le scénario est alors invalidé. Ensuite, on regarde Fugro, spécialiste parapétrolier qui cote à Amsterdam. Donc un titre qui est extrêmement bas, qui était sur ses plus bas, qui était dans un range. Et donc hier, Fugro a cassé son range par le haut, cassé sa moyenne mobile à 200 périodes, pourrait consolider un petit peu, mais c'est peut-être le début d'une belle chose. Il y a des gros volumes qui ont été échangés ici sur les plus bas, donc peut-être que c'est le début d'un rebond de plus grande ampleur sur ce spécialiste de parapétrolier. NIO. Alors, NIO, je vérifie. Donc NIO, Xpeng, LIO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est véhicule électrique, véhicule connecté. C'est un secteur qui est en pleine explosion actuellement à Wall Street. Donc il y a 3 valeurs, NIO, Xpeng et LIO. C'est des tendances extrêmement puissantes. Moi j'adore l'analyse graphique, vous pouvez voir ici que les accélérations à chaque fois sont soutenues par des volumes énormes. Les volumes en bourse, c'est vraiment quelque chose de très important. Quand on casse des plus hauts avec des volumes historiques, c'est que ce sont des signaux forts. Et
Là, on a eu des volumes très forts, mais des volumes baissiers, parce qu'il y a une agence de notes de recherche, Citron Research, qui a fait une analyse le vendredi 13 novembre qui était plutôt négative sur le titre. Du coup, on a perdu 25% en séance. Il y a pas mal d'entre vous, j'ai posté le graphique sur Twitter, pas mal de gens sont dessus, donc bravo à vous, hein, c'est vraiment une tendance haussière sublime. Simplement on fait attention puisque là on a eu un pic de volatilité associé à des volumes baissiers et que elle publie aujourd'hui. Donc je ne sais pas si c'est avant ou après bourse, de toute façon vous allez voir cette émission alors qu'on aura déjà commencé à coter sur le marché américain, mais prudence, donc voyons la publication, voyons ce qu'il se passe. Et s'il devait y avoir une consolidation dans les jours ou les semaines qui viennent sur ces titres du secteur des véhicules électriques, ce serait peut-être une occasion de s'y intéresser parce que c'est peut-être un méga trend. Qu'est-ce qu'un méga trend? C'est une tendance de très long terme. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer la vidéo de Xavier Delmas. Xavier Delmas qui fait des superbes vidéos pédagogiques. Alors on dit souvent que je suis pédagogue, mais alors là on a le maître de la pédagogie. J'écoute toutes ces vidéos, c'est vraiment génial. Vous pouvez les retrouver sur donc la chaîne YouTube de Zone Bourse, que je vous invite d'ailleurs à suivre. Et vous avez une vidéo de Xavier Delmas, Investir dans les méga trends. Écoutez-la, c'est absolument génial. On continue avec Prosus. Prosus, donc c'était pour vous donner un exemple de valeur de qualité qui était revenue donc récemment sur une zone de soutien. Alors Prosus, c'est un petit peu comme d'autres valeurs, Sartorius, Téléperformance ou autres, qui ont bien performé depuis le Covid et qui étaient sur leur plus haut annuel quand la news sur Pfizer est sortie. Du coup, on a, ce que je vous disais en début d'émission, une rotation sectorielle qui s'est opérée, des prises de bénéfices sur les meilleurs dossiers comme Prosus qui ont engendré des fortes baisses. Mais peut-être que ces baisses sont des opportunités pour ceux qui souhaiteraient rentrer sur des dossiers de qualité dans une optique de moyen long terme de pouvoir se faire. Donc ça fait partie des titres que je surveille. Je l'avais publié quand on était revenu ici à 83 €. Si on revenait vers 83 voire 80 €, eh bien ça pourrait être intéressant de la regarder de près. Ensuite, une valeur américaine, Splunk. Alors qu'est-ce que Splunk? C'est un spécialiste de développement de logiciels, c'est un lecteur qui m'a proposé de regarder ce titre. Et donc vous voyez sur certains titres parfois on a des périodes de ossolidation. J'appelle la ossolidation une consolidation dans la hausse, c'est-à-dire qu'on va connaître une période de volatilité latérale avant de repartir à la hausse, puis volatilité latérale avant de repartir à la hausse. Bon, ça c'est le Covid. Et donc vous voyez, on est là dans une sorte de latéralisation, une petite boule. En fait c'est pour donner le temps aux indicateurs techniques de se reposer, c'est pour donner le temps aux moyennes mobiles de long terme d'arriver en soutien, et donc parfois il faut laisser un titre comme ça latéraliser, consolider pendant un certain temps et profiter d'éventuels replis vers des supports majeurs pour pouvoir se placer. Donc pour répondre à la question du lecteur en question, quelle pourrait être une zone attractive d'entrée sur ce type de titre? Eh bien c'est cette zone de soutien ici. Elle correspond aux anciens plus hauts annuels qui ont ensuite été cassés puis retestés. Donc vous avez ici un pivot majeur à 175-176 $, qui correspond à une zone horizontale et à la moyenne mobile de 200. Ensuite Tencent. Alors là, vous voyez, on m'a demandé de regarder le titre Tencent, donc le spécialiste, c'est une société chinoise spécialiste de l'investissement, les services de publicité en ligne, énorme société, et je ne l'ai pas sur ProRealTime. Par contre, sur Zone Bourse, vous avez 95 000 fiches valeurs à travers le monde, et vous avez donc l'action Tencent avec à chaque fois les actualités, les notations, les finances. C'est une mine d'or. Alors certains se diront, bon, il est un peu embêtant avec ses pubs Zone Bourse en permanence, mais je vous rassure, même quand je ne travaillais pas chez Zone Bourse, je passais mon temps à faire de la pub pour ce site, puisque c'est le site le plus complet que je connaisse. Et donc vous voyez Tencent ici, qui est dans une superbe méga trend, tendance haussière de long terme. On a cassé les plus hauts annuels, on est revenu et testé, on latéralise.
Et vous voyez que tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, eh bien ce titre est haussier. Je crois d'ailleurs qu'on a Tencent dans notre portefeuille Asie. Tac tac tac. Oui, effectivement, on a du Tencent et on était rentré il y a quelques mois sur ce dossier. On est en gain de 53% dessus. On l'a acheté en février 2020. En fait, quand vous êtes abonné sur Zone Bourse, vous avez l'accès à 3 portefeuilles internationaux, États-Unis, Asie et Europe, dans l'offre premium. Alors, on continue et maintenant on va faire du trend following. On va parler d'actions, des petites et moyennes actions françaises haussières. Alors parfois c'est des actions qui étaient baissières et qui se sont reprises avec des gros volumes et avec des grosses news. Par exemple, Artefact, ils ont signé un contrat avec Alibaba. Donc ici on a une belle tendance haussière, on a des plus bas de plus en plus haut. Simplement sur ce genre de petits titres, on peut parfois avoir des périodes de latéralisation avec des petites mèches basses, donc il faut le prendre en compte. Je dis ça parce que si certains d'entre vous sont rentrés sur la cassure de la zone des 2,45-2,50, on pourrait très bien tester cette zone et faire des mèches sur les 2,50 voire les 2,40 avant d'éventuellement aller plus haut. Donc c'était tout simplement pour vous parler money management et vous dire que eh bien, il faut laisser du temps au temps. L'important, c'est de faire des plus bas de plus en plus haut. Et l'important ici, c'est de ne pas revenir sous les 2,40. Alors, on peut inverser la chose. Pour ceux qui sont dedans, ça veut dire ça. Et pour ceux qui voudraient en acheter, ça veut dire que potentiellement, vous pourriez avoir un éventuel trou d'air sur les 2,40 qui pourrait vous permettre d'entrer si vous aimez ce dossier et que vous cherchez un point d'entrée. Ensuite, Carbios, c'est un superbe dossier, j'adore, tendance haussière manifeste. En plus, c'est extrêmement original puisqu'ils sont spécialisés dans la chimie, spécialisés dans la conception et le développement de procédés enzymatiques destinés à repenser le cycle de la vie des polymères, c'est-à-dire des plastiques et des textiles. Donc là, on est dans de la biotechnologie en quelque sorte, mais pas pour l'humain, mais pour... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la biotechnologie, on appelle ça de la chimie tout simplement. et donc ici, vous voyez qu'on est dans un range, une latéralisation. C'est un titre qui a été parfois recherché, ici en début d'année, en avril, puis ensuite au mois de juin et au juillet. Et si vous voulez, si les indices boursiers se mettent à latéraliser et que les grosses valeurs se mettent à consolider, que les valeurs, un peu les mauvais élèves type Europcar, Vallourec, que vous voyez ici encore dans mon palmarès se calme, je pense que typiquement il y aura une rotation qui se fera derrière sur les bons dossiers haussiers de qualité qui ont été délaissés ces dernières semaines. Et Carbios en fait partie. Et si elle sort de ce range, un range c'est un canal horizontal, et bien on prend la hauteur du range, on le reporte à la sortie et vous voyez qu'en gros ça correspond à un retour sur les plus hauts annuels vers les 40 €. On est à 32 €, ça fait plus de 20% de potentiel. Autre valeur trend following, LDLC. LDLC qui est, je pense qu'on peut appeler ça limite une recovery. 2017, 2018, 19 LDLC donc est passé de 40 à 5. Et superbe recovery, retour des volumes, des contrats, de hausse de chiffre d'affaires, de rentabilité nette. Et c'est ce qui fait que LDLC est revenu sur ses plus hauts de 2015-2016. Et là, elle essaye de les dépasser. Donc ici, on a eu un gap d'accélération. Et puis ici, on a des plus bas de plus en plus haut. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à rester au-dessus des 35-50. Et puis à casser pour de bon cette zone des 38-50 pour pouvoir continuer dans le sens de la tendance. Donc ça c'est du trend following, du suivi de tendance. Tant que la valeur fait des plus bas de plus en plus haut, eh bien on continue de grimper. Et d'ailleurs vous pouvez voir que même ici, quand elle a été un petit peu complexe, au final elle n'a pas fait de plus bas que le précédent. Median Technologies, c'est la même chose que Carbios, c'est une valeur qui a été très recherchée en début d'année, qui fait une pause, mais je pense qu'une fois que les opérateurs auront été friands des grosses valeurs du CAC et du SRD, c'est le genre de valeur qui pourrait peut-être décaler. On a une zone de résistance autour des 7,20, 7,30, c'est la zone à casser pour pouvoir prétendre retourner sur les plus hauts annuels. Dossier dans les énergies vertes, Green Energy, c'est tendance, c'est long terme, c'est haussier, c'est Neo-EN, un des meilleurs dossiers de la cote dans ce secteur.
Et ce que je disais hier sur Twitter, c'est que à cause de la rotation sectorielle des bons élèves vers les mauvais élèves, Neoen a un petit peu pâti donc de cette rotation. La valeur aussi a baissé parce que les dirigeants sont sortis. Je crois qu'il y a eu une vente de 700 000 titres, donc c'est pas rien. Après, il est légitime, hein, quand on est chef d'entreprise, qu'on voit son cours quintupler à un moment donné, de prendre des bénéfices. Hein. Ils sont pas non plus sortis totalement du titre. Et donc vous voyez, j'ai entouré cette correction ici au mois de mars due au Covid et je l'ai reporté à ce qu'on est en train de faire pour dire que on était en train de se replier et de revenir vers des zones de soutien à 43, à 42 ou 40. Et donc ça, c'est des zones qui peuvent être mises à profit par les acheteurs dans une optique de moyen long terme, puisque ici on est dans du méga trend, hein. On est dans du méga trend haussier. Et peut-être qu'après une latéralisation qui va durer un certain temps, vous savez, le phénomène de ossolidation dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, peut-être que cette tendance haussière de long terme reprendra par la suite. Donc on n'est pas obligé de se presser et on peut profiter éventuellement de ce type de repli. Ensuite, Prosus, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Whitby, c'est un autre exemple de petite valeur française qui est en recovery. Alors Whitby, hop, on se met en données mensuelles. Vous voyez qu'elle a coté en 2017 à 10 euros. Donc là, on a un fly to cours d'introduction. Le cours d'introduction ici à 10 euros. Et c'est l'objectif théorique de la hausse en cours, voire même pourquoi pas à long terme les 12 euros, les plus hauts historiques. Donc ici, c'est le genre de titre où on essaye de rentrer quand il y a un repli manifeste. C'était le cas en fin octobre. La semaine dernière, quand on a fait l'émission que je vous l'ai montré, on était sur ce chandelier là, puis vous voyez que les acheteurs ont repris la main depuis. Et le concept, c'est de rentrer soit sur des replis, des trous d'air, soit éventuellement sur des cassures de plus haut précédent ou des cassures des plus hauts annuels, et de prendre position dans des périodes de consolidation, de latéralisation, pour ensuite viser de nouveaux records. Allez, on avance. Robertet, elle est sur sa MM200, je sais que vous êtes pas mal à l'aimer, donc là c'est qui tout double sur Robertet, parce que vous voyez, Robertet, c'est un spécialiste des parfums, super société dans le sud de la France. Simplement, elle a été un peu haut, un peu vite en 2019. 2020, vous voyez qu'on consolide en dents de scie. Elle est posée sur MM200. Si MM200 tient, on peut repartir à la hausse. Si ça lâche, on pourrait connaître une correction sur ce dossier. Et je ne serais pas contre, désolé pour ceux qui en ont, mais je ne serais pas contre une correction sur ce dossier, qu'on puisse en avoir moins cher, et puis aussi qu'elle puisse retrouver un peu plus de dynamisme par la suite. On passe maintenant aux actions à breakout. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui recherchent des valeurs moyennes ou des petits dossiers qui n'ont pas encore peut-être exploité tout leur potentiel. Ici, vous avez Elis qui est enfermé dans un range. Donc là, le challenge, c'est de sortir de ce range par le haut. Et si on y arrive, eh bien, la tendance haussière de court terme pourrait perdurer. Ensuite, pour trouver des objectifs haussiers théoriques, il faut trouver des niveaux qui ont été travaillés par le passé, des gaps ou des plus hauts. Et donc vous voyez un niveau à 15, on peut aussi mettre un niveau ici à 16,15, un autre à 17,40. Et donc voilà, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, c'est aussi à court terme, et on peut tenter d'entrer sur des cassures pour aller viser les résistances suivantes. Euraseo, même chose, c'est un range, elle est bloquée sur résistance. Donc vous voyez là aujourd'hui le CAC 40 consolide à plat, donc c'est normal que ces valeurs qui sont arrivées sur des objectifs comme Elis ou Euraseo consolident. Mais on surveillera justement d'éventuelles nouvelles impulsions haussières soutenues par des volumes qui permettraient de casser ces zones de prix et qui permettraient de jouer une vague haussière supplémentaire. Lumibird, spécialisé dans les scanners. Lumibird qui est dans une tendance baissière depuis avril 2019, donc ça fait 1 an et demi. Donc vous voyez des plus bas de plus en plus bas. Simplement, si on venait à casser le cluster, un cluster c'est une réunion de résistance parce que ici vous avez et un niveau horizontal et une oblique baissière. Donc si on arrive à casser cette zone ici des 12,5,
ça pourrait ouvrir la voie à une vague haussière, à un changement de tendance, un changement d'état d'esprit des opérateurs sur ce dossier. Donc c'est ce genre de cassure que je surveille. McPhy, le spécialiste de l'hydrogène, j'ai écrit une analyse dessus hier, on était à 26 euros, ce matin elle a fait une pointe à 27,80, donc elle a pris 6% entre hier et ce matin, puis là ça consolide. Pourquoi est-ce que ça consolide? Parce que les indices consolident, parce qu'elle vient de toucher une résistance majeure horizontale. Mais comme je l'écris dans mon analyse, McPhy c'est haussier et une fois, comme je vous le disais, que les opérateurs auront fait mumus sur les dossiers qui ne sont pas de qualité, les Europcar, Vallourec, SMCP, CGG et autres valeurs ultra endettées, je pense que c'est les Carbios, les Artefact, les LDLC, les Mediantech et les McPhy qui pourraient reprendre de la hauteur. McPhy est dans un range, là bien évidemment je vous en parle un jour où elle vient de toucher sa résistance. Mais si elle vient à la casser, si on passe les 28 euros pour de bon, eh bien les plus hauts annuels à 32 euros pourraient être à portée. Et enfin Verimatrix qui est haussière à moyen terme, sorte de recovery, on approche du haut du range. Et si on approche du haut du range et que ça passe avec volume, eh bien dans ces cas-là, on reporte le range pour donner un objectif haussier théorique. Donc ça fait partie de... Vous pouvez avoir des grosses valeurs, des belles valeurs, du Safran, du Total, du Vinci, des choses comme ça. Après, il peut être sympa de vous diversifier soit avec des valeurs internationales, soit avec des petites et moyennes valeurs. Et le mieux étant d'aller sur des dossiers haussiers. Et puis on finit par les valeurs en rebond. Altarea, c'est un spécialiste de l'immobilier en France. Donc là, c'est juste pour vous montrer parfois la beauté de la jonction entre une cassure de MM200 et une sortie de range. Donc vous voyez, on a travaillé la sortie de range, puis on l'a passée en force. Donc là, typiquement, ce qu'espèrent ceux qui sont à l'achat, c'est qu'on reporte le range à la hausse et qu'on puisse viser les plus hauts du mois de juin à 155 euros. Et pour se prémunir d'un faux signal, eh bien, il ne faut pas oublier de mettre un stop de protection sous les 130 euros. Pour pas se laisser emporter si au final le marché par exemple retombait. Dossier, c'est dommage parce que je voulais vous en parler. C'est un peu relou, un peu lourd parce que si vous voulez, hier lundi, j'avais pas mal d'idées et avec cette nouvelle sur le vaccin, on a encore mis des impulsions haussières sur pas mal de dossiers. Donc vous pouvez avoir un peu l'impression que je fais de l'explication a posteriori. De toute façon, c'est mon travail, faire de l'explication a posteriori pour vous donner des clés de lecture pour que la prochaine fois que certains phénomènes se passent, vous puissiez les comprendre et les mettre à profit par vous-même. The Blockchain, j'ai dû poster une dizaine de graphiques depuis 3 mois pour expliquer que c'était une des rares valeurs françaises cotées en bourse avec blockchain dans son nom, qui travaille de plus ou moins près avec la blockchain, le bitcoin, etc. Beaucoup plus avec la blockchain qu'avec le bitcoin. Et voilà, on était le long d'une oblique haussière et on voyait bien que c'était sous pression, prêt à casser à la hausse. Et donc hier, annonce positive, cassure des 1 euro, cassure des plus hauts annuels à 1,11 et donc accélération haussière comme ça. C'est super beau. On passe de 1 à 1,40, donc 40% en l'espace de 48 heures. Faut pas oublier de prendre des bénéfices, de pas non plus devenir trop euphorique, mais là on parle vraiment d'une recovery sur ce dossier, dont je vous parlerai très certainement plus avec peut-être son PDG, puisque vous avez peut-être vu sur Twitter que je faisais des sondages pour savoir si certains PDG, celui de Total, celui de NeoEn, celui d'Artefact, plein de valeurs dont je viens de vous parler dans cette émission, j'ai proposé des sondages sur Twitter, les gens ont voté et j'ai donc contacté les services info et les PDG de ces sociétés-là. Et j'ai eu hier au téléphone le PDG de Blockchain Group qui m'a dit qu'il serait ravi de venir participer à une interview. Donc si vous en avez, c'est très bien, n'oubliez pas de prendre un peu des gains après 40% en 48 heures. Si vous n'en avez pas, faudra attendre un éventuel repli, une éventuelle consolidation en direction des supports avant peut-être la prochaine impulsion. Ensuite, Katana Group, donc ça c'est super beau. Vous voyez qu'on était enfermé dans un premier niveau de range, on l'a cassé, on a cassé la MM200, ça accélère. On a un objectif haussier théorique ici à 2,7 et si on casse cet objectif là,
eh bien on aura un nouvel objectif à 3 euros. Et ainsi de suite. Le but, quand on est rentré et qu'on est bien rentré sur ce type de dossier-là, c'est d'utiliser le trend following, les règles du trend following et les stops de protection. À chaque fois qu'on fait une consolidation, eh bien, on peut remonter son stop de protection au fur et à mesure pour accompagner le mouvement. On ne remonte pas son stop de protection à 2, 3 ou 4%. Quand on a une valeur comme celle-ci qui gagne 30% en l'espace de quelques jours, on se donne de la marge. Et on essaye d'accompagner le mouvement le plus haut possible. Ensuite, Compagnie des Alpes. Compagnie des Alpes, donc là, valeur qui profite du vaccin, puisque qui dit vaccin dit fin du Covid, ou bien fin du Covid à long terme, on va dire. Qui dit fin du Covid dit qu'on va pouvoir sortir de chez nous. Si on peut sortir de chez nous, peut-être qu'on pourra aller faire du ski. Alors, elle a cassé les 17,20€, 17,50€, c'était sympa. Elle s'est affranchie des mêmes 200, c'était bien. Faut espérer que ça continue comme ça en direction des 21-22€. Simplement, petit bémol sur ce dossier, gardez bien en tête qu'on parle d'ici d'une valeur dont le business dépend de l'ouverture ou non des stations de ski. Et ça, c'est un peu du qui tout double. Alors forcément, s'ils ouvrent les stations de ski, elle va exploser à la hausse. Mais si c'est pas le cas, ça risque d'être compliqué. Donc n'oubliez pas votre stop de protection. Fugro, je l'ai déjà traité tout à l'heure en fait. J'ai mis un doublon dans ma liste. Mercialis dans l'IMO, c'était donc du suivi de tendance pour vous montrer que on a fait un très beau rebond dans tout le secteur. Et qu'on approche d'un objectif haussier théorique, la MM200, qui a son importance, et puis gardez en tête que la MM200, elle descend tous les jours. Ça veut dire que même si l'action latéralise, d'ici quelques jours, la MM200 va arriver en résistance, en confrontation des cours. Donc il faudra faire attention à ce moment-là, et si on échoue lamentablement sous MM200, il faudra peut-être prendre des gains, sortir, puisque ce titre vient quand même de gagner 55% en l'espace de 2 semaines. Et pour finir, SES, le spécialiste des satellites. J'avais rédigé une analyse à la cassure des 7,8€. Si vous avez acheté à la cassure, vous gagnez 10%. Et c'est à vous de voir, fonction de votre profil, si vous gardez cette action dans une optique de long terme avec un stop large sous les 7,50€ pour tout simplement jouer une sorte de recovery de moyen long terme, puisque vous voyez qu'ici on a fait une sorte de tasse avec anse gigantesque et que l'objectif théorique est à 10€, ou si vous la suivez un peu plus dans une optique de court terme avec un stop un petit peu plus serré, cette décision-là vous incombe. 1h18 d'émission, c'est pas mal. C'est pas mal, j'espère que cela vous aura plu. Peut-être que je mettrai un peu moins de news dans la prochaine, un peu moins d'actions, parce que la 36 actions, ça fait peut-être beaucoup. Peut-être que je devrais me cantonner à 25-30. Sur les valeurs du CAC notamment, je répétais un peu la même chose, mais c'était aussi pour vous montrer qu'elles sont toutes corrélées, qu'elles fonctionnent toutes de pair, et que si le CAC 40 latéralise, consolide, eh bien elle pourrait faire de même avant d'éventuellement aller plus haut. Et je terminerai cette émission par de l'espoir, puisque vous voyez, j'ai marqué Noël ici au 23, 24, 25 décembre, donc ce sera les dernières séances de l'année. Et j'ai mis l'étiquette intentionnellement à 5650 points parce que, espérons-le, l'appétit pour le risque de retour avec ces vaccins nous permettra peut-être d'aller encore un cran plus haut d'ici la fin de l'année. C'est pour ça que je trouverais dommage, en l'absence de signal aussi baissier fort, en l'absence de très mauvaises nouvelles, pour ceux qui sont rentrés sur des beaux dossiers, qui font des beaux rebonds, du Safran, du Thales, du Total, voire même des valeurs moyennes, de sortir intégralement maintenant, sans raison, parce qu'on est sous résistance. Qui dit latéralisation dit prise de bénéfice, dit pause, mais ça veut pas dire qu'on va pas aller plus haut d'ici la fin de l'année. Donc gardons espoir, soyons optimistes, et je vous souhaite à tous un bon trading, un bon investissement, une bonne semaine, et je vous retrouve au quotidien sur Twitter, le site Zone Bourse, Instagram. Et je vous souhaite à tous bonne journée, bonne semaine, et à très vite. Au revoir à tous.